Bonjour à tous. Pour le Zoom, aujourd'hui, je reçois Alexandra Henrion-Côte. Bonjour madame. Bonjour Élise. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je vais vous présenter, ça va être un peu long parce que vous avez de nombreux titres, mais je vais m'y appliquer. Généticienne, spécialiste de l'épigénétique, on en dira quelques mots. Ancienne directeure de recherche à l'INSERM, actuellement directeur de l'Institut de recherche Simplissima et également membre du comité éthique Île-de-France qui a été monté donc dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique. Est-ce que j'ai tout bon ? À peu près. Absolument. Alors, Alexandra Henrion-Côte, aujourd'hui, on va essayer de s'attacher au sujet qui inonde les médias depuis plusieurs mois, évidemment, cette pandémie de Covid-19. On en parle tous les jours sous de nouveaux aspects. On va essayer, pour commencer, de remonter aux origines, même si on les connaît toujours très mal. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été avancées. L'hypothèse du fameux pangolin, l'hypothèse de la chauve-souris, l'hypothèse également du laboratoire qui est situé donc à Wuhan, là où on a situé le centre du départ de l'épidémie, qui était aussi très proche de ce fameux marché aux poissons qu'on a ciblé. Alors pour commencer, on va y aller petit à petit. Que fait-on dans un labo P4, le fameux labo P4 de Wuhan? À quoi sert un labo P4? J'aime pas les acronymes, vous le savez. Donc ces laboratoires qu'on appelle P3, P4 sont des laboratoires dont le niveau de précaution, de sécurité va être croissant en fonction du nombre. C'est-à-dire plus le nombre est élevé, c'est-à-dire le P4 étant le plus élevé, plus les précautions, les systèmes de sécurité pour les personnes qui travaillent dans le laboratoire vont être élevées. Voilà, donc ça c'est... Et évidemment, on imagine que c'est en correspondance avec le matériel qui est manipulé, le matériel génétique, virologique. Voilà, le but étant de limiter la dangerosité des expériences qui sont faites pour ceux qui travaillent dans ces enceintes-là. Et pour ceux qui sont autour aussi. Bien sûr. Parce qu'effectivement, il y a des systèmes de ventilation, de pression dans les différentes pièces qui visent à ne pas propager un virus qui pourrait sortir de là. Voilà. Après, toute enceinte, tout château fort a des failles qui sont des failles humaines. Et il n'existe pas de château fort inviolable. Et on a vu l'expérience, après avoir critiqué le laboratoire P4 de Wuhan, en France, à Lyon, où en fait un SDF a été retrouvé à l'intérieur de l'enceinte parce qu'il y avait trouvé un certain refuge où il était plus au calme. Il était parvenu en tous les cas à y pénétrer. Alors, si on prend l'hypothèse pangolin-chauve-souris, c'est ce qu'on appelle la zoonose, la progression entre guillemets du virus qui peut passer de l'animal à l'humain. On sait que ça existe, c'est possible. Oui, oui, absolument. C'est un virus. Le coronavirus fait partie de ces virus dont on a vu qu'il pouvait passer de l'homme, du chameau à l'homme, du chat à l'homme. Et globalement, il circule beaucoup, par exemple, chez la chauve-souris, chez le furet, et puis aussi le fameux petit pangolin. Voilà. Alors, il a eu bon dos, le pangolin. On a vu aussi qu'il y avait d'autres théories, d'autres hypothèses. C'est d'ailleurs ce qu'a mis en avant le professeur Montagnier. On en a beaucoup parlé, plus du tout. C'est l'hypothèse d'une manipulation génétique. Alors, on imagine bien que dans ce type de laboratoire de haute sécurité, je vais essayer d'éviter les acronymes, moi aussi, on y manipule notamment des vaccins dangereux, évidemment. Est-il donc possible d'imaginer, là encore on imagine, est-il du domaine du possible que le Covid-19 soit issu d'une manipulation génétique? Alors tout d'abord, Élise, je vous trouve bien curieuse. Parce que les scientifiques, on a l'impression qu'on a complètement déserté
ce niveau-là d'investigation, que pourtant Didier Sicard disait il est très important que nous ayons une piste à peu près solide sur l'origine de ce virus. Alors ça, c'est tombé complètement aux oubliettes. Et donc, je suis très contente que vous en reparliez, parce que je pense que c'est important, parce que aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à vos questions. Quelle est l'origine de ce fameux virus? Première hypothèse, celle d'une survenue naturelle de mutation dans un coronavirus qui aurait évolué et qui aurait donné ce fameux SRAS-CoV-2. Ça, c'est une première hypothèse et qui aurait donc infecté des animaux et qui serait passé à l'homme. Deuxième possibilité, quand on regarde la séquence du génome de ce virus, on est immédiatement interpellé par l'existence de petites séquences qui sont un petit peu comme des petites signatures d'autres séquences qu'on connaît par ailleurs et qui confèrent des fonctions, qui donnent la possibilité à la machinerie des cellules de faire des choses avec ce fameux virus. Parce qu'un virus, c'est pas un être vivant. S'il est tout seul et qu'il bouge pas, il n'est pas capable de se répliquer. Il a besoin de vous infecter pour pouvoir être répliqué. Donc, il a besoin de votre machinerie cellulaire. Et là, ce qui est intéressant avec le SRAS-CoV-2, c'est que l'existence, il y a une petite séquence, pour moi, entre S1 et S2, qui est unique au SRAS-CoV-2. Dans l'alignement qui peut être fait sur tous les coronavirus dans toutes les espèces animales et humaines donc on pourrait se dire c'est arrivé par hasard, c'est un nouveau virus. D'abord, il est arrivé très miraculeusement à la jonction de deux segments de protéines S1 S2. Donc là, c'est déjà l'endroit est quand même particulier. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est entre deux messages. Et donc, si jamais je donne une fonction entre ces deux messages, je vais pouvoir, par exemple, faire une coupure, ce qui est le cas, qui, du coup, donne à la capacité... Coupure tombe bien. La coupure tombe bien. Voilà, la mutation est opportune. Et qui plus est, à la limite, on pourrait se dire c'est par hasard, c'est tombé dedans. Mais l'autre chose qui est vraiment étonnant si on pense à une évolution naturelle, c'est qu'elle donne une fonction chez l'homme d'être reconnu par la machinerie humaine et justement, du coup, d'être possiblement répliqué. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on ne peut jamais exclure une évolution naturelle, mais véritablement, quand on regarde la séquence, ce qu'il y a de plus probable, c'est quand même un engineering, une manipulation que l'homme aurait fait pour créer des fonctions. En tout cas, il ne se serait pas pris autrement. Alors, qu'on comprenne bien, donc, il est possible que ça vienne de mutations qui viennent de l'animal. Il est aussi probable, voire plus probable, que ce soit issu d'une manipulation humaine. Pour autant, cela ne signifie pas que la manipulation humaine avait pour but de créer une pandémie mondiale, comprenons-nous bien. C'est exactement cela, et c'est pour ça que j'aime pas trop parler de l'origine du virus, puisqu'on est encore au stade de supputation, et que des façons de sortir d'un virus, elles peuvent être quand même multiples, même dans des laboratoires P4, parce que, encore une fois, l'erreur est humaine, et nous l'avons vu à Lyon. Et quand on arrive à avoir un SDF à l'intérieur d'un laboratoire, on peut imaginer qu'un virus se faufile à l'extérieur. Une étudiante, peut-être en phase en doctorante ou autre, ou même quelqu'un de plus expérimenté, fatigué, des erreurs peuvent être commises. Et je peux vous dire que des animaux génétiquement modifiés sont sortis de nos enceintes de laboratoire, alors même qu'on avait des enceintes qui devaient ne pas permettre qu'ils s'en échappent. Mais voilà, l'erreur étant humaine, c'est quelque chose qui est envisageable. Alors, on a jeté
beaucoup le discrédit sur la Chine dans cette pandémie, en les accusant justement de ne pas faire preuve de suffisamment de précautions dans le laboratoire. Alors vous voyez, on voit avec votre exemple à Lyon que visiblement on pourrait se faire les mêmes critiques en France. Quel est le regard que vous portez justement sur la Chine, qui je crois va multiplier ses laboratoires sur son territoire? Oui, alors ça c'est... Alors le regard sur la Chine, c'est que déjà les scientifiques chinois et les dits experts n'ont pas joué le jeu. N'ont pas joué le jeu de la transparence, ont indiqué des chiffres qu'aujourd'hui on sait qu'ils ne pouvaient pas être vrais. À nouveau, personne n'en parle sur le fait que quand même on a eu une fausse communication de la Chine. Et c'est ces mêmes experts qui, lorsque le virus arrive en Europe, en Italie, arrivent immédiatement au chevet des Italiens en disant rassurez-vous, nous savons gérer. Donc première chose, déjà, vous ne faites aucune autopsie. Alors ça c'est curieux parce qu'effectivement lorsqu'un nouveau virus arrive qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas quelle est la menace en fait, mais qu'on a le premier patient qui meurt du virus, on se dit oula, donc ça peut faire mourir les gens, donc logiquement on va mettre en place un protocole d'autopsie complète des patients en prenant toutes les précautions nécessaires. Mais sauf que là ils se sont fait véritablement, je vais utiliser un gros mot, enfumer et non, je vois pas d'autres mots possible, et ils ont obtempéré à ces recommandations qui leur étaient de surtout pas faire d'autopsie. C'est bien regrettable parce que on aurait dans la prise en charge évité beaucoup de morts, notamment en France, parce que on aurait compris pourquoi les patients suffoquaient, on n'aurait pas tout mis la charge au niveau pulmonaire, mais compris qu'en fait c'était vasculaire et que il fallait apporter toute une réflexion anticoagulante, ce qui nous a été dit de surtout pas faire aussi. C'est comme les corticoïdes aussi, on nous a expliqué qu'il fallait pas en les prendre. Les corticoïdes, il fallait pas en prendre et qu'en fait, exactement. Voilà. Donc on a vraiment, c'est assez intéressant parce que finalement toutes les solutions qui auraient permis quand même de réduire la mortalité, il y a eu dans les réseaux sociaux, etc., toute une abondance de communication en disant surtout vous prenez pas d'aspirine, d'ibuprofène. Alors l'aspirine, il faut se demander si en fait il n'était pas judicieux de prendre de l'aspirine de fait dans les buts de l'infection. Donc voilà, donc c'est quand même voilà, et puis surtout la gravité de n'avoir attendu que je crois que c'est à peu près mars pour réaliser les premières autopsies et se rendre compte de la façon dont nous avions, voilà, dont la façon d'agir du virus et du coup la prise en charge médicale qui devait être du coup définie par rapport à ces autopsies. Donc ça, c'est encore un scandale dont je crois personne n'a parlé, ou enfin ça semble pas grave, alors encore une fois, quand un nouveau virus arrive, tout de suite on dit, bon, vu que la salle d'attente est pleine, je vais regarder d'abord de quoi le patient est décédé, et voilà. Alors,